Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui que vous voyez là sur cette présentation PowerPoint. Vous allez voir, cette présentation est de toute beauté. C'est du texte noir sur du fond blanc. Voilà, avec 0 effets spéciaux. Donc le sujet, c'est les points communs et les différences entre plusieurs luttes anti-discrimination et quelles sont, à mon sens, les conséquences que ça devrait avoir sur les stratégies militantes. En vrai, j'aurais dû préciser sur les stratégies militantes en tant qu'antispéciste, parce que mes conseils vont plutôt se situer sur comment est-ce qu'en tant qu'antispéciste, on peut ou pas faire référence à d'autres luttes pour pouvoir porter la lutte antispéciste. Évidemment, moi j'ai une place qui est située comme tout le monde, hein, donc je suis une femme, je suis issue d'une classe moyenne, je suis cisgenre, je suis blanche, donc il y a certaines choses dont je parle en tant que concernée et d'autres dont je parle en tant que personne qui s'est documentée et qui a beaucoup lu sur ces sujets. Alors pour débuter, c'est toujours bien de clarifier un petit peu les définitions. Donc qu'est-ce que le spécisme ? Le spécisme, c'est le fait de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts des animaux, en utilisant des prétextes pour justifier ces différences de traitement. Ça peut être des différences qui sont réelles entre les animaux et nous, ou des différences qui sont imaginaires, mais qui en tout cas n'ont pas de lien direct avec ce qu'ils sont censés justifier. Par exemple, on va considérer qu'une vache n'a pas d'attachement à son veau, ce qui là en l'occurrence est faux, et on va avoir cette considération et du coup se permettre d'avoir des comportements à l'encontre de cette vache qui sont différenciés par rapport au comportement qu'on aurait entre une mère humaine et son enfant. Concrètement, ça va induire que pour les animaux, selon l'espèce à laquelle ils appartiennent, on va tolérer tel ou tel type de comportement. L'exemple le plus courant, parce qu'il est extrêmement parlant, c'est la différence de traitement entre un chien et un cochon. On sait, d'un point de vue biologique, d'un point de vue éthologique, que les cochons ont des capacités mentales et cognitives supérieures à celles des chiens, et néanmoins, on va avoir un traitement beaucoup plus clément à l'encontre des chiens qu'à l'encontre des cochons. Alors le racisme, c'est une idéologie qui est fondée sur l'idée qu'il y aurait une hiérarchie entre les différents groupes humains, qui aurait donc des races, avec une attitude hostile à l'encontre des personnes qui appartiennent à telle ou telle catégorie, selon leur couleur de peau, leur nationalité ou aussi leur religion, qu'elle soit réelle ou supposée. Vous allez voir que moi, pendant ma conférence, le terme que j'emploie, c'est le terme racisé. Je pense que c'est un terme intéressant parce que ce que dit ce terme-là, c'est que si les races n'existent pas d'un point de vue biologique, elles existent d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire que sociologiquement, c'est un terme qui est pertinent parce qu'il dit quelque chose de notre façon de considérer les différentes personnes selon l'appartenance à cette race. C'est le terme qui actuellement d'ailleurs est le plus employé dans le domaine sociologique et notamment par les personnes concernées. Alors le sexisme, c'est une idéologie qui se fonde sur l'adhésion à des croyances discriminatoires basées sur le critère du sexe et induisant essentiellement une discrimination des femmes. Ça s'appuie évidemment sur des stéréotypes de genre et sur la croyance qu'il y aurait en fait des comportements ou des caractéristiques qui seraient propres aux femmes et aux hommes. C'est-à-dire que si je vous dis quelles sont les caractéristiques d'une femme et quelles sont les caractéristiques d'un homme, spontanément, la plupart des personnes vont avoir des idées préconçues sur des choses qui seraient spécifiques à l'un ou à l'autre. L'égalitarisme, c'est quelque chose qui vient combattre, c'est ce que je viens de vous citer. Et donc c'est le fait de combattre l'idée selon laquelle l'espèce, le sexe ou la race d'un être constitue en soi un critère éthique valable pour les traiter de manière différenciée. Et en règle générale, cette manière différenciée de traiter les gens se fait toujours en faveur d'un groupe et en défaveur d'un autre groupe. Alors j'ai noté aussi dans les définitions intersectionnalité, parce que c'est un terme qu'on confond souvent avec convergence des luttes, qui se rejoint mais qui n'est pas la même chose. La convergence des luttes, c'est quand il y a différentes luttes qui peuvent travailler en commun. L'intersectionnalité, à la base, c'est un terme qui a été pensé par une chercheuse noire américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw
et qui a pensé l'imbrication des rapports de pouvoir en disant que quand on est une personne qui regroupe plusieurs critères de discrimination, on n'est pas juste discriminé parce qu'on est noir, parce qu'on est pauvre et parce qu'on est femme, on est discriminé parce qu'on est les trois à la fois et que ça crée une oppression qui est spécifique. L'exemple qu'elle donnait, c'est qu'en règle générale, quand dans les universités américaines, on cherche à recruter une personne racisée, spontanément, on va davantage penser à un homme plutôt qu'à une femme. Alors, je vais vous parler des points communs dans les différentes luttes anti-discrimination. C'est-à-dire que ce à quoi j'ai réfléchi et que je vous présente aujourd'hui, c'est par rapport au racisme, au sexisme et au spécisme. Qu'est-ce que ces trois luttes-là ont en commun dans la manière dont les personnes qui les exercent, comment ils pensent les discriminations. Alors la première chose que j'ai notée, c'est qu'il y a une naturalisation de l'oppression. C'est quelque chose que dans le milieu antispéciste, certaines personnes connaissent aussi sous le terme de l'idéologie de la nature. C'est-à-dire qu'en règle générale, plutôt que de constater que quelque chose est habituel dans un contexte donné, on va se dire que cette chose n'est pas habituelle mais qu'elle est naturelle, c'est-à-dire qu'elle est propre à la personne. En règle générale, c'est surtout des personnes en position dominante qui va considérer comme naturel que ce soit les femmes qui restent au foyer. Et le problème quand on évoque la nature, eh bien en fait c'est que on établit ces choses comme un état de fait qu'on ne peut du coup pas combattre. C'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand on fait appel à la nature, eh ben ça empêche d'avoir une discussion argumentée. Parce que de fait, la nature, elle fonctionne comme elle fonctionne, et c'est difficile de la modifier. Donc on voit les choses sous ce prisme-là, parce que du coup, ça permet de considérer que les choix sont faits et qu'il n'y a plus de possibilité d'évolution. Dans l'idée de nature, il y a le fait que les personnes, elles appartiennent à une classe donnée, et que cette classe donnée, ça les définit intégralement. Alors par exemple, pour le racisme, ce n'est pas, les personnes n'ont pas une peau noire, elles sont noires. C'est-à-dire que le fait d'être noir, ça les définit intégralement. Les personnes n'ont plus d'individualité qui sont propres, mais deviennent un spécimen d'un groupe qu'elles vont représenter. Alors évidemment, ça vaut essentiellement pour les personnes dominées. C'est-à-dire que quand on dit que cette personne est noire, on dit quelque chose de tous les noirs. Alors que quand on dit c'est un blanc, on ne se dit pas que ce blanc-là est représentatif de l'ensemble du groupe de blancs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouve ça très frappant quand les gens vous racontent une anecdote et qui vous précisent la couleur de peau ou la nationalité de la personne. En règle générale, c'est pas pour vous dire que c'est un Belge ou un Français ou un Blanc, c'est pour vous dire « Ah, c'était un Tzigane. Ah, c'était un Arabe. » C'est-à-dire qu'en règle générale, quand on a besoin de préciser, il y a très souvent déjà une pensée raciste quelque part. Parce que, quel est l'intérêt si c'est pas pour stigmatiser? En règle générale, on n'a pas besoin de préciser, si ce n'est dans une optique de stigmatisation d'une population. Ça pose un vrai problème à deux égards, notamment pour le racisme. Il y a un concept qui a été développé qui s'appelle la politique de respectabilité. C'est un concept qui, à mon sens, est très intéressant. Et je vous renvoie vers les travaux d'Amandine Gay, notamment sur la question de la politique de la respectabilité. Ce qu'elle dit, c'est que en tant que noir, si on fait quelque chose qui peut être jugé par d'autres, eh bien, on a peur que l'ensemble de la catégorie des noirs soit jugée à travers le mauvais comportement qu'on va avoir. Ce qui fait que on va avoir tendance, s'il y a une personne qui fait partie de notre communauté qui a un comportement problématique, à être très jugeant envers cette personne en se disant « mais toi en fait tu vas jeter l'opprobre sur l'ensemble des personnes puisque tu nous représentes, puisque tu es un spécimen de tu n'as pas d'individualité mais tu représentes l'ensemble de la catégorie ». L'autre problématique, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Alors ça, c'est des enquêtes de sociologie qui ont pu l'établir. Il y a eu énormément de travaux en sociologie sur la menace du stéréotype et qui ont été compilés pour en faire un résumé que je peux envoyer aux personnes que ça intéresse. Et la menace du stéréotype, ce qu'elle a pu établir, c'est qu'en fait, quand on représente des groupes qui sont dominés dans la société,
on a peur que si soi-même on commet quelque chose qui n'est pas de qualité élevée, eh bien ça va jeter un voile sur l'ensemble des personnes qu'on représente. Les tests qui ont été menés, pour vous donner un exemple concret, c'est par exemple, alors c'était aux États-Unis, de faire passer un examen à des personnes. Et dans cet examen, il n'y avait strictement rien qui permettait de connaître l'origine socio-économique des personnes. Et là, on se rend compte que tout le monde réussit à peu près pareillement bien l'exercice. Par contre, si on demande aux personnes, même pas de donner leur nom, mais ne serait-ce que de donner leur adresse. Et du coup, les personnes noires et afro-américaines qui donnent des adresses dont on sait que ce sont des ghettos à noirs et à personnes d'origine afro-américaine, eh bien, elles vont moins bien réussir le test. Parce qu'elles savent très bien quels sont les stéréotypes qui reposent sur leur communauté, et elles ont peur que de mauvais résultats viennent renforcer ces stéréotypes d'échec scolaire. Et du coup, cette pression que les personnes ressentent va induire qu'elles vont moins bien réussir le test. C'est quelque chose qui est très connu aussi dans les milieux féministes. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est ce test qui a été donné de géographie, où quand on donne un test à des femmes et des hommes, on leur dit c'est du dessin, tout le monde y arrive. Par contre, si on dit c'est de la géographie, avec ce bon vieux stéréotype selon lequel les femmes seraient nulles en maths, et bien tout d'un coup, je vous le donne en mille, les femmes réussissent moins bien l'examen. Voilà. Donc quand on a des stéréotypes qui reposent sur la catégorie dont on fait partie, ça peut induire, par peur de venir les renforcer, justement d'être dans l'échec. Alors pour le sexisme, comme pour le racisme, effectivement c'est pareil. On a le fait que le sexe nous définit intégralement. C'est évidemment surtout vrai pour les femmes, parce que c'est être femme qui est une particularité. Les hommes représentent l'universel, représentent l'homme avec un grand H, comme on dit, tandis que les femmes sont une particularité par rapport aux hommes. Et moi, je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Vous me voyez venir, les Schtroumpfs, on a le Schtroumpf grincheux, le Schtroumpf, le grand Schtroumpf, le Schtroumpf coquet, une foultitude de Schtroumpfs qui ont tous des particularités qui fait que leur individualité, c'est d'avoir un trait de caractère particulier. Et la particularité de la Schtroumpfette, c'est d'être une femme. Alors moi je m'amuse maintenant, c'est un peu glauque, mais je m'amuse maintenant à regarder les affiches quand je suis dans les transports. Et en fait je me rends compte qu'en règle générale, c'est très fréquent qu'il y ait plusieurs hommes, une seule femme. Et même quand il y a plusieurs femmes, le surnombre, c'est toujours du côté des hommes. Si vous avez 5 personnes, c'est 3 hommes, 2 femmes. Voilà. Mais voilà, donc on voit bien que les femmes, ce qu'elles représentent, c'est le fait d'être femmes. Un autre truc qui, moi, me marque toujours, c'est que dans le sport, on précise toujours que c'est tel sport féminin. Par contre, quand c'est un sport masculin, on dit juste le nom du sport. Alors dans le foot, blablabla, alors que dans le foot féminin, voilà, donc il n'y a pas cette symétrie qui fait que on parlerait du foot masculin et du foot féminin. Quand on ne précise pas, ça concerne les hommes. Ce qui avait été assez marquant par rapport au tennis, c'était Andy Murray qui avait réussi, je ne sais pas quelle performance sportive. Et donc, il y avait un journaliste qui, pendant la conférence de presse, lui avait dit qu'il était le premier joueur américain à accéder aux demi-finales d'un grand tournoi depuis 2009. Et c'est Andy Murray qui a dû dire au journaliste « Je suis le premier joueur masculin ». Parce qu'en fait, Serena Williams, elle l'avait gagné 4 fois, ce tournoi. Mais comme c'était une femme, elle n'était pas considérée dans les joueurs. Alors, ce qu'on appelle, il y a à la fois les sexistes qui pensent ça, mais aussi un courant du féminisme un peu particulier qui s'appelle les essentialistes, qui pensent que femmes et hommes ont vraiment des aptitudes différentes. Et du coup, la notion de femme ou homme devient une porte d'entrée pour absolument tout. C'est-à-dire que quand vous remplissez un formulaire, combien de fois ça vous arrive que ce ne soit pas une précision qui vous soit demandée? En règle générale, c'est même la première. Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est madame? En fait, on pourrait se demander, mais pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment tout le monde fait des statistiques sur tout? Donc c'est-à-dire que c'est une porte d'entrée qui est quasiment systématique, qui n'a en règle générale aucun sens,
Pourquoi est-ce que chez le cordonnier, vous allez parfois avoir des tarifs femmes ou hommes? Ce serait beaucoup plus pertinent, par exemple, de se dire, eh ben, on va réfléchir en taille de chaussures. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent avoir des petits pieds, il y a des femmes qui peuvent avoir des grands pieds. Donc, si la question de l'entrée femme-homme, c'est une question de taille, ben, il faut penser par la taille. Idem chez le coiffeur. Chez le coiffeur, en règle générale, on va pas penser en termes de longueur de cheveux, ce qui semble quand même, chez un coiffeur, être la porte d'entrée la plus pertinente. Mais non, on va avoir des tarifs femmes-hommes, en règle générale beaucoup plus chers pour les femmes. Essayez, en tant que femme, avec les cheveux courts, d'obtenir le tarif homme en disant, bah, moi j'ai les cheveux courts, on va dire, ah, c'est pas le même type de cheveux. Alors, je mets quiconque au défi d'avoir des cheveux devant soi et de dire, ça c'est un cheveu de femme et ça c'est un cheveu d'homme. Voilà. Donc c'est un espèce de système binaire de différence femmes-hommes qui n'a aucun sens, qui ne tient pas compte des personnes transgenres, qui ne tient pas compte des personnes intersexes, et elles sont nombreuses, on l'oublie, hein, mais en règle générale, les statistiques qui sont avancées, c'est 1 pour 1000, donc 1 pour 1000, c'est pas rien. Voilà, et on reste dans un système binaire qui est pas du tout enfin, qui déjà n'a pas d'intérêt, mais en plus qui ne correspond pas à la réalité. Donc en fait, on est dans un système qui fait semblant d'être dans la description, mais qui en réalité est dans la prescription. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire les femmes et les hommes, en règle générale, ils sont comme ça et comme ça. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est les femmes et les hommes devraient être comme ça et comme ça. Pour le spécisme, c'est pareil, on est dans la naturalisation, c'est-à-dire qu'on oublie que ce sont des individus à part entière, on oublie que chacun a son caractère propre, que chacun a ses préférences, et par exemple, on ne va pas dire j'ai mangé un poulet, mais j'ai mangé du poulet. Voilà, comme si c'était pas un individu qu'on était en train d'ingérer. Donc on se rend bien compte que ce qu'on considère comme étant un animal, c'est quelque chose qui est sociologiquement construit. Et il y a une expérience de psychologie sociale qui nous le prouve, et qui en fait a donné la même image d'un mouton dans un pré à 2 groupes différents. Et on a dit au groupe 1, ce mouton dans son pré, il vit sa petite vie de mouton, il va bien, il est content, et il va mourir dans son pré. À votre avis, est-ce que ce mouton a des capacités cognitives? Est-ce qu'il est intelligent? Mais là, tout le monde a dit, ah bah oui, bien sûr. Oui, il reconnaît ses congénères, il a de l'empathie, il réagit à des stimulus, voilà, il a un intérêt à vivre sa vie. Et on a donc donné la même image à un autre groupe de gens, et on leur a dit, bon ben voilà, ce mouton-là, il vit sa petite vie pépouse, et puis d'ici quelques semaines, quand il sera bien engraissé, on va le ramener à l'abattoir. À votre avis, est-ce que cet animal a des capacités cognitives? Et cet autre groupe de gens a dit, ah non. Ah non, pas du tout. Non, cet animal, pas du tout. Il ne ressent pas la douleur, il voit pas de problème à aller à l'abattoir, etc. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas parce que les animaux ne sont pas intelligents qu'on les mange, mais c'est parce qu'on les mange qu'on considère qu'ils ne sont pas intelligents. Donc ce que je voudrais que vous reteniez de cette partie-là, c'est que vraiment, la naturalisation de l'oppression, ça permet d'essentialiser les individus et d'oublier leur individualité. L'autre chose que racisme, sexisme et spécisme ont en commun, c'est que les personnes, les individus dominés sont renvoyés à l'altérité par le dominant. Donc, je vais vous lire une phrase de Christine Delphi, qui est une féministe matérialiste, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et donc, ce qu'elle dit, c'est « L'autre, c'est celui que l'un désigne comme tel. L'un, c'est celui qui a le pouvoir de distinguer, de dire qui est un, faisant partie du nous, et qui est autre et n'en fait pas partie. Les autres, justement parce qu'ils sont les autres, ne peuvent pas appeler les uns des autres. C'est précisément ce que l'autre ne peut pas faire, se placer comme référent du monde, construire ses autres. Cette absence de réciprocité confirme que le statut d'autre n'est pas dû à ce qu'est l'autre, mais à son absence de pouvoir. C'est un peu complexe pour les gens qui veulent la voir, je pourrais l'envoyer. Donc on se rend bien compte que cette mise en altérité, c'est extrêmement important dans la mise en place des rapports de domination,
et que les idées qu'on se fait de la nature humaine exagèrent beaucoup les différences et minimisent les similarités entre les animaux et nous-mêmes. Alors, on dit souvent que, par exemple, les antispécistes sont dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'ils amalgament les animaux aux animaux non humains, enfin les animaux non humains aux humains. Mais en règle générale, c'est plutôt l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'anthropodénie, c'est-à-dire que les animaux ont énormément de choses en commun avec nous et qu'on va dénier cette réalité-là. Je me souviens d'un épisode où il y avait sur l'émission avec Ruquier, où il y avait Yann Moix qui était présent, puisque c'est un des chroniqueurs. Il y avait quelqu'un qui venait présenter un livre sur l'antispécisme. Et en fait, il arrêtait pas de dire que les humains n'étaient pas des animaux. C'est quand même, voilà, s'asseoir voilà, sur toutes les réalités scientifiques, biologiques. Alors, il y a une autre citation que je voulais vous lire, que j'aime beaucoup, qui est de Colette Guillaumin. Colette Guillaumin, c'est une très très grande féministe qui, contrairement à Christine Delphy, n'est pas connue. Donc voilà, c'était important pour moi de la citer parce que elle a notamment écrit un livre sur l'idéologie raciste qui est vraiment un livre fondamental et malencontreusement, que ce soit de son vivant ou même après sa mort, voilà, elle a été extrêmement peu médiatisée et elle mérite vraiment d'être mieux reconnue. Et donc, qu'est-ce que nous dit Colette Guillaumin? Elle nous dit « Qui pense que le blanc est une couleur? Que les chrétiens sont une race? Qui pense que l'homme se définisse par un sexe? Les caractères physiques du majoritaire n'ont pas le statut de marque. En effet, ils ne sont pas destinés à être des limites ni des spécifications. Par contre, quel nègre, quel juif, quelle femme ne sait pas qu'il est tel? S'il ne le savait pas, et au départ il ne le savait pas plus que le majoritaire ne sait qu'il l'est, la société le lui a appris rapidement. Quelque qu'ait été son opinion personnelle sur la question de sa propre définition, ce qui prend rang de marque est réservé aux minoritaires et ne prend son sens que dans son rapport à ce qui n'est pas marqué. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, quand il y a des personnes qui sont femmes ou racisées qui vont faire elles-mêmes des blagues sexistes ou racistes, parce qu'elles s'en sont pris tellement que parfois elles finissent par les faire pour éviter que les autres les fassent à leur place. Et je vais finir cette partie-là avec une autre phrase de Christine Delphy qui dit « Aussi cet autre n'est-il jamais maltraité en raison de qualités ou de défauts qu'il exhiberait en tant qu'individu ou que groupe, il est maltraité d'entrée de jeu au moment où on commence à le désigner comme autre. » Donc on s'en rend bien compte que ça doit vous parler aussi en tant que végane, c'est que par exemple si vous vous retrouvez à un repas, on va facilement vous dire « Ah ouais, t'es végane? Comment ça se fait ?» Mais parce que c'est une position qui est marquée. Et moi, dans ces cas-là, j'aime bien répondre « Et toi, tu es omnivore ?» Parce que la neutralité n'existe pas. On est tous situés à un moment donné. Et donc, quand on nous renvoie à cette altérité, il faut, si on en a la possibilité, parce que ce n'est pas toujours des situations qui sont simples, rappeler que tout le monde est situé quelque part et que ce n'est pas que les personnes dominées qui sont situées. Une autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça aussi, et je trouve qu'il illustre bien ce chapitre-là, c'est par exemple le fait que quand on parle de la couleur chair, bon, en vrai, on sait tous qu'on parle du blanc. C'est-à-dire, pourtant, les personnes noires ont de la chair aussi, a priori. Et voilà, c'est-à-dire que c'était arrivé notamment à Rokhaya Diallo, qui devait donner, je crois, une conférence TED. Et donc, pour éviter les conférences TED, vous savez, c'est ces conférences, on est super à l'aise, on parle sans prompteur, sans notes, on connaît son texte par cœur, ça fait hyper pro et tout. Et donc, on lui a dit, on va vous donner un micro-chair. Et donc, sauf que le micro-chair, il était beige. Donc, elle, sur sa peau noire, on voyait le gros micro, voilà. C'était absolument pas discret, voilà. Ça a enlevé, voilà, tout le côté, genre, naturel, je parle fort, sans effort, enfin, voilà. Et ça vaut, pour les sparadraps. Hein, donc, si vous êtes noir et que vous voulez un sparadrap discret, bon courage. Voilà. Ça vaut pour les soutiens-gorge, enfin, plein de choses, voilà, où la couleur chair, en fait, c'est la chair blanche. Donc ça, c'était la citation de Delphy que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, je voulais quand même vous mettre cette petite image-là aussi, parce que c'est vrai que la question du blackface, c'est une question importante.
Et je pense que parfois on se rend pas compte à quel point les choses sont ridicules, sauf quand on les retourne. Donc on se voit bien à quel point c'est ridicule que quelqu'un de blanc se grime en quelqu'un de noir. Et là, en voyant quelqu'un de noir qui essaie de se grimer en quelqu'un de blanc, on se dit mais pourquoi? Voilà, les gens qui sont noirs ont plus de difficultés à avoir des boulots. Donc si c'est un rôle de noir, eh ben, prenez un noir. Moi, ça me fait beaucoup ça avec cette émission que vous connaissez peut-être, Catherine et Liliane. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on prend des mecs qu'on habille en femmes? Enfin voilà, est-ce que vous vous rendez pas compte que les femmes ont plus de difficultés d'accès au marché du travail? Donc voilà, si vous voulez des femmes, bah, prenez des femmes en fait, parce que nos corps ne sont pas des déguisements. Ce que racisme, sexisme et spécisme ont en commun, c'est que ce sont des dominations qui font système. Donc vous avez peut-être entendu parler de ce terme, oppression systémique. Hein, c'est un terme qui parfois peut faire un peu polémique. Donc quand on parle d'oppression systémique, en fait, c'est qu'on évoque des problèmes qui sont structurels, qui sont ancrés dans le temps, dans les mœurs, qui sont renforcés par des clichés, qui sont eux-mêmes renforcés par des blagues, des films, la publicité, par les prises de position des politiques, le sport, le travail, la sexualité. Bref, absolument partout, et même dans ce qui peut paraître anodin. Et tout ça, ça a pour conséquence des discriminations qui sont indéniables, des agressions physiques ou verbales pour les personnes qui en sont victimes. C'est que, alors par rapport au sexisme, du coup, vous avez vu que j'ai mis cette image de Bertrand Cantat. Donc Bertrand Cantat, je vais juste vous relire rapidement ce qu'avait dit le rapport d'expertise médico-légale au moment où il avait assassiné Marie Trintignant. Donc, juste pour qu'on soit au clair sur ce qui s'est passé. Donc, ce que dit le rapport d'expertise médico-légale, c'est le nombre de gifles a été supérieur à 4. C'est l'écrasement du nez de la comédienne qui, en provoquant des lésions internes, a entraîné l'œdème cérébral à l'origine du décès. Ce coup fatal a été porté avec le plat de la main avec un effet de battoir. En clair, il a été porté de haut en bas et ne serait pas une simple gifle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Gala attitré, Bertrand Cantat, tué passionnément. C'est pour vous montrer un peu les différences de traitement qu'il peut y avoir. Et c'était assez flagrant du coup entre le cas de Bertrand Cantat qui a assassiné Marie Trintignant et qui longtemps après a encore eu le droit à beaucoup d'honneur dans la presse. Et ce qui s'est passé pour Jacqueline Sauvage. Donc Jacqueline Sauvage, pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est une femme qui, au bout de décennies de violences conjugales, a assassiné son mari. Le procès était assez édifiant, donc c'était le procès de Jacqueline Sauvage pour assassinat de son mari. Ce que le procès a réussi à mettre en avant, c'est que les voisins étaient terrifiés. C'est-à-dire que le village où vivait cet homme était soulagé du fait qu'il ne soit plus, parce que tout le monde avait peur de lui. Que ses filles ont été victimes d'inceste. Et pourtant, ça a posé beaucoup de questions quand il a été sollicité qu'elle a eu une peine de prison, mais qu'elle soit libérée avant la fin de sa peine de prison. Alors que Bertrand Cantat, lui, il a été jugé en Lituanie, il a eu une condamnation de 8 ans, et il a été libéré par un juge d'application des peines pour bonne conduite. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a eu, dans ce que la presse a pu mettre en avant, une différence de traitement dans ces deux cas qui était assez édifiante. Je voudrais vous lire un extrait de d'un blog qui s'appelle Hypatie, que je vous encourage aussi à regarder si vous en avez l'occasion. Et ce qu'elle dit, elle, c'est: il arrive couramment que la terreur machiste d'époux évincés fasse plus de victimes qu'un terroriste djihadiste. Voyez-vous les plateaux de télévision envahis non-stop d'experts pendant des jours pour évoquer le crime, ses conséquences traumatiques et proposer des solutions. Voyez-vous Bernard Cazeneuve arriver sur les lieux pour afficher sa solidarité avec les victimes? Sûrement non. Le terrorisme machiste sert pourtant aussi à cela, à montrer aux récalcitrantes qu'elles agissent à leur risque et péril, que les cogneurs ont les moyens de les faire rentrer dans le rang avec l'appui de la justice. Voilà, c'est ce que... Voilà, on avait une discussion tout à l'heure avec des amis, c'est le fait que quand il y a des violences qui sont récurrentes et qui sont dans une forme de répétition, eh ben, ça devient très difficile de se scandaliser.
Et on le voit beaucoup avec les violences à l'encontre des femmes, où on sait que voilà, le nombre de meurtres annuels, il stagne, il n'a pas tendance à baisser. Et voilà, il y a quelque chose où en fait, on s'est collectivement habitué à ça, et on n'utilise même pas les bons termes pour le désigner. C'est-à-dire que encore maintenant, même après le mouvement MeToo, on va encore entendre drame conjugal. Voilà, des termes qui sont absolument inappropriés à la réalité de la situation, et qu'il y a un terme pour ça, qui est un terme employé par les féministes, qui est très méconnu, et qui est féminicide. C'est-à-dire qu'on tue quelqu'un parce que c'est une femme. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une vraie impunité des harceleurs sexuels. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un type qui s'appelle Welzer Lang, qui est un sociologue, qui, en ayant harcelé un paquet d'étudiantes, a quand même réussi à sortir des bouquins féministes. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les agresseurs sexuels, ils n'ont honte de rien. Et donc, en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas osé porter plainte parce qu'elles étaient dans des parcours de master ou de doctorat où elles avaient peur en fait que ça puisse mettre à mal leur parcours universitaire, donc elles n'ont pas porté plainte. Par contre, il y a 2 associations qui l'ont fait parce qu'elles avaient suffisamment de témoignages concordants pour décider de porter plainte à la place des victimes. Et Daniel Welzer Lang a porté plainte contre ces associations. Donc, pour diffamation. Et en fait, du coup, c'est les associations qui ont gagné. Néanmoins, la faculté où il était employé et qui aurait dû faire quelque chose d'administratif en fait pour le contrer, alors je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas ne l'a pas fait. Donc on se dit bon ok, il n'y a pas de courage pour sévir pendant qu'il est encore en poste, mais on se dit bon au moins quand il sera à la retraite on va en être débarrassé. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti à la retraite en tant que professeur? Il a demandé ce qu'on appelle un émirat. L'émirat, c'est ce qui permet à un professeur, une fois qu'il est à la retraite, de pouvoir continuer à diriger des thèses alors qu'il est déjà à la retraite. Et là, on se dit, bon, vu la presse qu'il y a eu à son encontre, vu le nombre de témoignages concordants, évidemment qu'on va lui refuser. Voilà, je vous laisse deviner la suite. Par rapport aux dominations qui font système pour le racisme, évidemment, il y a le contrôle au faciès. Hein. Alors moi j'aime bien ce petit dessin, voilà, où il y a un noir et un blanc qui discutent, et puis le noir qui comprend pas que le blanc, il se promène sans carte d'identité, parce que pour lui c'est genre juste inenvisageable. Voilà. Quand on est noir, on est obligé de pouvoir prouver son identité parce que le nombre de contrôles risque d'être conséquent. Il y a un certain nombre, notamment, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en tout cas en France, il y a un certain nombre de polémiques à chaque fois sur les femmes musulmanes, notamment par rapport au voile qu'elles portent. Il y a eu carrément des arrêtés municipaux qui ont été portés pour les empêcher d'aller à la plage avec un burkini. Plus récemment, on a encore eu une énorme polémique sur le fait que Decathlon veuille commercialiser des djihad pour pouvoir leur permettre de faire du jogging, à tel point que Decathlon, qui était assez droit dans ses bottes en disant non, il y a un besoin, donc voilà, on répond à un besoin commercial, ils ont fini par retirer l'article, non pas parce qu'ils ont été convaincus par des arguments de personnes qui seraient contre, mais parce qu'ils craignaient pour la sécurité de leurs employés. Donc c'est vous dire quand même un peu la virulence qui a eu lieu. Et par rapport au spécisme, en fait, à partir du moment où les animaux ne sont pas humains, ce sont des marchandises. Ils ont un prix. Et il y a tout un système qui existe et qui permet leur exploitation. Ça s'appelle l'élevage, ça s'appelle la chasse, ça s'appelle la pêche. Voilà, ce sont des pratiques qui sont admises, c'est des pratiques qui sont tolérées, et c'est des pratiques qui sont encadrées juridiquement. Et parfois, ce sont même des pratiques qui sont subventionnées. Alors, il y a un non-intérêt des intérêts fondamentaux. Dans le cadre du sexisme, ça va être évidemment les violences conjugales, on les a évoquées. L'accès à l'espace public. Hein, il y a plein de femmes qui réfléchissent à des stratégies pour pas sortir à certains moments. C'est le fait que les femmes ne peuvent pas toujours se vêtir comme elles le souhaiteraient. Il y a eu une anecdote un peu rigolote. En fait, aux États-Unis, il y a une femme qui était co-présentatrice d'une émission. Donc ils étaient 2, il y avait un homme, une femme. Et en fait, son collègue s'est rendu compte qu'elle recevait quasiment quotidiennement des remarques sur ce qu'elle avait porté. Genre c'était trop moche, trop serré, voilà. Enfin, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et du coup, lui, il a fait un test. Il s'est dit, pendant 1 an, je ne vais pas changer de fringue.
Et donc pendant 1 an, il est resté habillé pareil, et en fait il n'a jamais eu la moindre remarque. Voilà. Pour le racisme, c'est assez évident aussi, hein. C'est des difficultés pour trouver un logement, c'est des difficultés pour trouver un emploi, c'est des difficultés à être protégé par la police. Et pour le spécisme, là, dès qu'il y a un intérêt humain, l'intérêt humain va prévaloir sur l'intérêt de l'animal. Donc par exemple, un intérêt futile, comme par exemple se divertir dans un zoo, ou manger un animal, va toujours prévaloir par rapport aux besoins de l'animal. Un autre point commun, c'est le fait qu'on va discréditer et caricaturer les personnes qui mènent ces luttes. Hein, en règle générale, quand je vous dis féminisme, c'est assez rare que les gens se disent « waouh, personne engagée, intellectuelle », voilà. Vous allez rarement avoir des mots positifs qui vont vous venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple de jeu pyramide. Voilà, il fallait dire un mot et en trouver un autre. Voilà, on disait fruits, l'autre disait banane. Voilà. Donc en règle générale, moi je me dis toujours si je devais jouer à pyramide et que je disais féministe, je pense que hystérique ou mal baisé, ce seraient un peu les termes qui viendraient spontanément à la personne en face. Voilà. Donc il y a toujours un peu des choses comme ça qui font que on donne pas envie aux femmes d'être féministes parce que on associe essentiellement des choses qui sont péjoratives à ce terme-là. Par rapport au racisme, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est parce que c'est 2 événements qui ont eu lieu en 2017 et qui étaient quasiment concomitants. Donc il y avait un islamiste radicalisé qui avait posé une voiture avec une bombe sur les Champs-Élysées. Donc il y a eu tous les grands titres, genre attentat déjoué, la police a fait son travail, blablabla. Et en parallèle, il y a eu un suprémaciste blanc qui a tenté d'écraser des personnes devant une mosquée avec sa voiture. Donc il y allait fortement, heureusement il y a eu des plots qui ont réussi à le stopper, et en fait il n'y a pas eu de couverture médiatique. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans des réseaux militants, c'est une information dont vous ne disposiez pas. Et ça dit quelque chose aussi de ce terme qui est souvent employé actuellement, de terrorisme, où en fait quand on dit terrorisme dans notre test, on pense tous musulmans. Voilà. Alors que le terrorisme, il y en a de différentes formes. Du coup, moi, par curiosité, je suis allée voir la définition de terrorisme. Terrorisme, c'est emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Voilà. Il n'y a pas que les islamistes qui ont des buts politiques. Donc les suprémacistes blancs, notamment, ont aussi. Mais on commence maintenant à parler un peu de terrorisme aussi pour les suprémacistes blancs, mais c'est encore assez balbutiant. Alors pour les véganes, hein, là c'est pareil, hein, ils sont assez discrédités. Moi je me souviens d'une fois où j'ai bouffé au restaurant avec une copine et je lui dis « Oh, je suis dégoûtée, il n'y a pas de dessert vegan » et elle me dit « Ah, c'est normal, c'est pas très bobo ici. » Voilà. Donc en règle générale, en tant que vegan, on est bobo, on est extrémiste, on est bizarre, on est carencé, on est éco-terroriste. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il y a en commun à chaque fois, c'est que on va tirer sur la personne qui porte le message pour rendre ce message inaudible. C'est-à-dire qu'on va discréditer le messager pour discréditer le message. A contrario, on a... Alors la phrase est un peu compliquée. C'est-à-dire qu'on va... un terme simple, on va exagérer la violence des militants. Vous avez bien vu à Lille, quand il y a eu des vitrines cassées par des véganes, ça a fait beaucoup de presse, etc. Et on va beaucoup minimiser la violence des dominants. Par exemple, par rapport aux véganes, on va très facilement vous dire que si vous vous occupez des animaux, c'est parce que vous vous occupez pas des humains. Enfin, ça va être hyper classique. Genre limite, parfois, on va même vous dire que vous êtes anti-humain, quoi. Au même titre que quand vous êtes féministe, vous êtes forcément supramisandre et anti-homme. Donc on voit bien, et je trouve que le bon exemple aussi c'est le titre que je vous donnais précédemment, c'est tuer passionnément. C'est-à-dire que là, on va euphémiser la violence des dominants. Voilà, on va parler de passion, on va parler de drame conjugal, alors qu'en fait, on est juste en train de parler d'un meurtre. Voilà. Pour les animaux, c'est assez flagrant. Par exemple, on va très souvent dire les animaux qui sont tués dans les abattoirs. On va pas dire les animaux qui sont assassinés dans les abattoirs. Voilà, donc il y a tout un vocabulaire comme ça qui montre bien qui sont les dominants et qui sont les dominés.
Et quand on va se plaindre d'une situation qu'en tant que militant on va considérer comme injuste, on va toujours nous dire « mais t'exagères ». Moi j'ai trouvé un très bon exemple du t'exagères, c'était en 2017, alors vous ne devez pas vous en souvenir maintenant, mais il y avait un truc qui a fait la une partout, qui était la mission Rosetta, où on avait réussi à envoyer une sonde je ne sais plus où, et c'était une prouesse technologique énorme, donc les personnes qui avaient participé à cette mission ont été beaucoup interviewées. Et il y avait un des scientifiques de cette mission qui a donné une longue interview qui a été beaucoup reprise, et en fait il portait une chemise sur laquelle il y avait des pin-ups complètement dénudés. Et du coup, il y a des féministes qui ont dit, bah quand même, c'est problématique, ça renvoie toujours les femmes à un corps sexué, on les rabaisse constamment à ça. Donc évidemment qu'il y a eu le backlash, donc plein de gens qui ont dit non mais c'est pas vrai, ces féministes elles font chier, elles voient le mal partout, c'est pas ça le sujet. Donc ça s'appelle la loi de Lewis. La loi de Lewis, c'est en fait une loi qui dit que les commentaires de tout article sur le féminisme justifient le féminisme. Voilà. Donc en fait, vous traitez d'un sujet féministe et vous avez une déferlante sexiste telle que vous dites « Ah ouais, c'est vrai quand même, le féminisme c'est utile ». Et suite à cette polémique, eh ben, il y a un autre astronome qui a écrit un texte que je trouve hyper poignant et qui dit, ce qu'il voulait montrer par ce texte, c'est de dire c'est que en fait cette chemise avec ses pin-ups dénudés, elle n'est pas apparue dans un vide intersidéral où il n'y a pas déjà des problématiques liées au sexisme. Et donc il dit, et c'est juste une publicité, et c'est juste pour rigoler, et c'est juste une émission de télé, et c'est juste l'internet. Oui, mais tu gagnes presque autant qu'un homme. Ah, c'est juste un type qui te siffle dans la rue, mais c'est juste un compliment. C'est juste que les garçons sont comme ça. Mais c'est juste que c'est une salope. Mais c'est juste que ta robe, elle est trop courte. Mais c'est juste qu'on aimerait savoir, mademoiselle, ce que vous portiez ce soir-là. C'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est juste la mort par des milliers de coupures. Aucune en elle-même n'est fatale. Mais à la fin, vous vous videz quand même de votre sang. Un autre point commun entre sexisme et racisme, c'est que la média et les pubs contribuent parfois à les renforcer. Dans le spécisme, c'est assez évident. C'est-à-dire que les animaux sont des objets de consommation. Ce ne sont plus des animaux, mais ce sont des steaks, des jambons, des bacon, des côtelettes, des filets. Il y a un terme qui a été inventé qui s'appelle le suicide food. C'est pour décrire toutes ces pubs où en fait les animaux se découpent eux-mêmes. En mode genre, je suis un cochon, je me découpe la hanche pour faire une jolie tranche de jambon et j'adore ça. Voilà, donc ça c'est un procédé qui est pas mal utilisé pour les animaux. Les femmes, hein. Voilà, moi je suis toujours édifiée du nombre de publicités qui montrent des femmes à poil. Pour tout et n'importe quoi, hein, on le sait, hein, je pense que vous n'allez pas trouver un produit où il n'y a pas déjà eu une femme à poil pour tenter de le vendre. Récemment à Paris, il y a une pub super géniale pour des pulls. On se dit quand même, des pulls, on les porte quand il fait froid, a priori, donc ils vont pas nous foutre une nana à poil. Et en fait, si. Donc il y a un mec avec son pull, tout va bien, et genre la nana, elle a un pull, c'est quand même pour vendre le pull, mais genre elle l'a remonté comme ça. Elle a tout le bidon à l'air dans une espèce de plaine désertique où il a l'air de faire moins 15. Ah ouais, je me dis, c'est fabuleux. Voilà. Et donc il y a une phrase de Brigitte Grésy que j'aime beaucoup qui dit « En toutes circonstances, même les plus officielles, les hommes, on les écoute, les femmes, on les regarde. » Par rapport au racisme, il y a eu une étude du CSA qui dit que, alors c'est le CSA, hein, c'est un organe très officiel qui est genre pas trop dans la polémique, et qui a quand même réussi à dire que toutes les personnes à la télévision qui sont perçues comme non blanches, donc toutes les personnes racisées, on leur donne un peu trop souvent des rôles négatifs. Voilà. De toute manière, vous le voyez bien, hein, il y a beaucoup de films qui fonctionnent sur quelque chose d'assez binaire, où le gentil, il a plutôt tendance à être blanc, le méchant, il a quand même plutôt tendance à être noir. Voilà. Ensuite, l'autre point commun, c'est le fait que ces discriminations, elles peuvent avoir des conséquences qui sont similaires. Ça va être des violences physiques, la répression policière, l'expérimentation animale, la chasse, les violences conjugales. Elles peuvent avoir, c'est aussi des violences psychologiques,
le harcèlement, l'humiliation, les atteintes à la liberté, l'exclusion, donc pour les personnes racisées, la ségrégation spatiale et urbaine. Pour les femmes, ça va être le plafond de verre, les discriminations à l'embauche, le maintien d'un entre-soi, justement, dans ces espaces ségrégés, mais le refus d'un entre-soi politisé. C'est-à-dire que ça pose aucun problème qu'il n'y ait que des nanas dans les crèches où on est supra mal payé. Par contre, s'il y a des nanas qui vous disent « Ah, mais je vais faire un atelier en non-mixité », là, tout d'un coup, c'est branle-bas de combat. Et idem, évidemment, pour les personnes racisées, on a eu plusieurs polémiques récemment. Ça va être des insultes. C'est hyper dur de trouver des insultes qui ne sont pas insultantes à l'encontre des personnes dominées. Voilà. Alors, le suprême, évidemment, c'est enculé, parce que là, tout d'un coup, c'est l'homme qui est en situation de pénétration qui est habituellement celle des femmes. Les animaux, on les utilise beaucoup pour insulter les gens. C'est un sale porc, espèce de chien, un rat, enfin voilà. C'est très très dur. Si vous voulez insulter quelqu'un, franchement, moi je prends les trucs en raclure, enflure, voilà, j'essaie de les retenir. Mais c'est super dur, quoi. Si on veut vraiment être insultant, franchement, les trucs qui sont vraiment les plus méchants, c'est toujours à l'encontre des personnes qui sont dominées. Ça va être hyper dur de trouver un truc qui vraiment, voilà, c'est au vitriol, mais c'est pas à l'encontre de quelqu'un, vous allez vraiment avoir du mal. Il y a énormément d'humour oppressif sur les blondes, les arabes, les belges. Évidemment, il y a la diffusion de stéréotypes, les arabes qui volent, les femmes hystériques, les cochons qui sont sales, etc. Va y avoir une éducation qui est différenciée pour que chacun justement apprenne à être dans cette place dans laquelle on essaie de le mettre. Et des répressions qui sont différenciées aussi. Je vous renvoie vers les travaux notamment de Geoffroy de la Gannerie qui dit bien en gros, par exemple, que la justice en France, elle juge des pauvres qu'on fait du tort à d'autres pauvres ou à des riches, mais en tout cas elle ne juge pas des riches qu'on fait du tort à des pauvres. Une autre chose dont je souhaitais vous parler, c'est des liens spécifiques qu'il y a entre spécisme et sexisme. Il faut savoir que les protéines animales qui sont les moins chères, c'est des protéines femelles, puisque ce sont les œufs et le lait. Qu'un autre lien spécifique par rapport à la nourriture, c'est la distribution de nourriture, justement. C'est-à-dire que la viande rouge, qui est considérée comme meilleure, on va surtout la laisser aux hommes. Et la viande blanche, on va plus avoir tendance à la donner aux femmes. Il y a énormément de travaux qui ont été menés. Il y a un documentaire aussi qui s'appelle « Pourquoi les femmes sont petites et les hommes sont grands ?» et qui c'est tiré notamment d'un ouvrage de Priscille Touraille, voilà, qui a travaillé là-dessus et qui explique bien aussi que les différences de taille et de morphologie entre femmes et hommes, c'est une construction sociale qui est liée au fait qu'on a donné les protéines essentiellement aux hommes et moins aux femmes, c'est-à-dire qu'il y a une discontinuité dans l'accès aux protéines pour les femmes, et ce qui induit ces différences de taille qu'on constate aujourd'hui. Sur 10 personnes qui souffrent de famine, 7 sont des femmes et 3 sont des hommes. Un autre point commun, un lien spécifique entre spécisme et sexisme qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans les foyers, quand il y a des situations de maltraitance à l'encontre des animaux, dans plus de 80% des cas, il y a aussi des situations de maltraitance à l'encontre des enfants et des femmes qui y vivent, à tel point qu'il y a certaines associations de vétérinaires, d'urgence vétérinaire, qui font le lien maintenant. Alors, pas dans nos pays, mais ça a été expérimenté dans certains pays, et le lien est fait avec les services de police pour qu'une enquête puisse être menée pour vérifier comment vont les autres personnes qui vivent dans le foyer. Une problématique que le sexisme, le racisme et le spécisme ont en commun, c'est le fait qu'on s'accapare les luttes des personnes concernées. L'exemple que j'aime bien citer pour le sexisme, c'est le festival d'Angoulême. En fait, le festival d'Angoulême, pendant plusieurs années, n'a invité quasiment que des hommes. Et donc, il y a un collectif de dessinatrices qui s'est mobilisé contre ça. Elles étaient 100.
elles ont écrit une tribune en disant quand même, ça dit quelque chose, des discriminations à l'encontre des femmes, etc. Elles ont extrêmement bien argumenté, elles ont fait publier leur tribune, on en a très peu parlé. Et puis là, il y a Riyad Sattouf qui est arrivé tout seul, contre 100, et qui a dit la même chose et qui a bénéficié d'une couverture médiatique énorme. Alors évidemment que je suis contente du fait que Riyad Sattouf vienne soutenir cette cause. Ce que je dis, c'est que les journalistes n'ont pas accordé d'importance à la parole des femmes qui disaient exactement la même chose. De toute manière, les femmes, leurs travaux sont très c'est beau dur ce terme, invisibilisés. Je vous renvoie vers justement Tumblr qui s'appelle Invisibilisé et qui parle de femmes dont les travaux sont méconnus, ou aussi la BD Les Culottés de Pénélope Bagieux qui est très bien pour ça. Et puis il y a aussi une personne sur Twitter qui s'est amusée à réécrire un petit peu les biographies des hommes, comme on écrit souvent les biographies des femmes, et qui par exemple proposait pour Pierre Curie: mari attentif et père attentionné, il trouva le temps d'aimer et de s'occuper de sa famille durant sa courte carrière scientifique. Alors évidemment, comme ça a l'air caricatural. Néanmoins, récemment, je suis allée au théâtre et j'ai vu un spectacle sur George Sand. Et en fait, j'ai plus entendu parler de Chopin que de George Sand, alors que le titre, c'était George Sand. Sur Arte, il y a eu très récemment un film qui était sur la peintresse allemande Paula Modersohn-Becker. Et en fait, déjà, pour retenir son nom, fallait y aller parce que le film s'appelait Paula. Donc voilà, encore une fois, quelque chose d'hyper classique. C'est-à-dire que les femmes ont des prénoms, les hommes ont des noms. Et puis, alors, ça a parlé de Rilke tout le temps, parce qu'elle l'a connue. Ça a parlé d'elle, mais toujours dans sa relation aux hommes. Mais elle, en tant qu'individu, en tant que peintre, voilà comment elle est arrivée à créer, à être dans l'invention. On en parle relativement peu par rapport au fait que c'est quand même un film qui lui est consacré. Donc ça aussi, ça porte un nom, ça s'appelle l'effet Mathilda. C'est quand on minimise la contribution scientifique des femmes, voire qu'on attribue leur travail à leurs collègues masculins. C'est arrivé notamment pour une médecin qui s'appelle Trotula de Salerne, et en fait elle a écrit des ouvrages et on a attribué ces ouvrages à des hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a des réflexes qui servent les hommes et qui desservent les femmes. C'est que par exemple, les hommes, ils vont avoir tendance, quand ils écrivent des articles scientifiques, à citer d'autres hommes. Et en fait, quand on est dans des carrières scientifiques, c'est hyper important d'être cité dans des articles et dans des travaux. Ça, c'est ce qui participe de votre renommée, qui va vous ouvrir des portes, etc. Et en fait, les hommes, ils vont se citer entre hommes. Mais ce qui est fabuleux, surtout, c'est qu'ils vont s'auto-citer. Donc ils vont écrire un article, et dans cet article, ils vont faire référence à l'article qu'ils ont écrit l'année d'avant, et encore l'année d'avant, voilà. Et les femmes vont moins avoir ce réflexe-là. Et si on n'en a pas conscience, on ne peut pas prendre cette attitude-là pour favoriser sa carrière. Pour le racisme, c'est pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intersectionnalité. Et en fait, c'est un terme que beaucoup de gens commencent à connaître, mais pour autant, on ne connaît pas forcément le nom de la personne qui en est à l'origine. Et en Allemagne, il y a eu énormément de travaux sur l'intersectionnalité qui ont commencé à être publiés, à être connus, mais essentiellement quand ce sont des chercheuses blanches qui en ont parlé. Et il a fallu un énorme travail fait par des chercheuses au Canada pour pouvoir établir qu'en fait tout ce qu'elles disaient, c'est des choses qui avaient déjà été dites par des académiciennes noires et qui avaient été invisibilisées, et que c'est la parole des blanches qui a été entendue. Pour vous donner un exemple plus contemporain, plus actuel, c'est par exemple le mouvement MeToo, où il y a beaucoup de personnes qui vont se dire effectivement MeToo, c'est un hashtag qui a été lancé par Alyssa Milano, et il a fallu du temps avant qu'on dise c'est un hashtag qui a été relancé par Alyssa Milano, mais c'est un hashtag qui à l'origine a été créé par une afro-américaine qui s'appelle Tarana Burke. Pour le spécisme, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, c'est qu'on oublie que les animaux résistent. Voilà, il y a une conférence qui a été faite, et je crois qu'elle est sur YouTube, sur la résistance animale. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de lutte politique, il n'y a pas de syndicats, etc. Mais les animaux résistent au quotidien, ils se débattent, ils refusent d'avancer, ils crient, ils grognent, ils attaquent. Voilà, c'est des gestes qui ont de la valeur, c'est des gestes qu'on ne considère pas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la résistance. Et il faut bien se souvenir que quand les animaux sont dans des lieux où ils sont contraints, on a des armes contre eux. Ce qui veut bien dire qu'ils ne sont pas volontaires. Si vous allez dans un cirque avec des lions, vous allez voir des fouets.
Avec des éléphants, vous allez voir ça commence par un AN, bon, ça porte un nom, un ancus, je crois. Pourquoi est-ce que les pêcheurs n'attrapent pas les poissons à main nue? Mais parce que les poissons se cassent, en fait. Voilà. C'est pas pour rien qu'il y a des hameçons, en fait. Voilà. Donc les animaux résistent et il ne faut pas l'oublier. Alors racisme, sexisme et spécisme, c'est un système qui génère des profits à la fois matériels et psychologiques. Déjà dans les salaires, hein. Les personnes racisées, les femmes gagnent moins que les hommes, que les personnes blanches. Moi, il y a un truc que j'adore rappeler, alors c'est des chiffres français, c'est que actuellement, la retraite, encore maintenant, hein, c'est des chiffres qui datent de 2013, donc c'est pas si vieux que ça. Actuellement, c'est dans le guide officiel du gouvernement sur les inégalités hommes-femmes. Ce guide dit « Les femmes gagnent 42% de moins que les hommes ». Putain, la retraite, c'est énorme, 42%. Énorme comme chiffre, 42%. C'est-à-dire que si un homme, il gagne 1000, si on fait moins 42%, ça fait... ça fait 580, c'est ça? Voilà, ça fait 580. Mais en fait, les chiffres sont politiques. Parce que si une femme gagne 580 et qu'un homme gagne 1000, et que le référent, c'est plus l'homme, mais c'est la femme, si une femme gagne 580, est-ce qu'un homme gagne 42% de plus? Non, parce que le chiffre 580, il est plus petit que 1000. Alors ça, c'est des mathématiques, c'est un peu chiant, parce que j'ai pas de tableau pour expliquer. Mais 1000 moins 42, ça fait 580. Mais pour repasser de 580, comme le chiffre, il est plus petit, à 1000, le pourcentage, il est plus élevé. Donc pour repasser de 580 à 1000, c'est plus 69%. Donc si on prenait le référent femme et qu'on disait les hommes, ils touchent 69% de plus que les hommes, vous vous rendez compte à quel point le chiffre, il est encore plus scandaleux? C'est-à-dire que quand on vous avance des chiffres comme ça, même là, il faut réfléchir à qui est le référent, à partir de qui on calcule. Évidemment, il y a le travail domestique. Hein. Ça n'évolue quasiment pas, c'est-à-dire que le temps que les femmes gagnent au travail domestique, c'est pas lié au fait que les hommes le prennent plus en charge, c'est lié au fait qu'il y a des évolutions technologiques, c'est lié au fait qu'on externalise, très souvent des femmes racisées, ou c'est lié au fait qu'on laisse tomber parce qu'on peut plus, et on en fait moins. Il y a la charge mentale. La charge mentale, c'est un concept qui a été pas mal médiatisé récemment, et donc juste pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler, c'est le fait que même quand on n'est pas dans l'exécution d'une tâche, on est constamment avec son fichier Excel dans la tête en train de se dire « il faudrait que je le fasse ». Donc on est constamment dans l'anticipation, on est tout le temps dans la planification. Il y a des études qui montrent que les enfants sont une source de joie pour les pères, mais beaucoup moins pour les mères. Mais parce qu'elles se tapent le boulot, en fait. Il y a la charge émotionnelle aussi. La charge émotionnelle, on en parle un peu moins, mais c'est lourd à porter, c'est très contraignant. C'est le fait d'avoir en tête son entourage, c'est-à-dire de penser à organiser l'anniversaire de la collègue ou de la copine. C'est le fait de penser, même pour la famille de son mari, au cadeau. C'est le fait d'être toujours à l'initiative des discussions au sein du couple, pour pouvoir justement, dans le cadre du couple hétérosexuel, avoir des discussions pour apaiser les choses quand ça va moins bien. Et dans les profits matériels, il y a aussi la question de la taxe rose. Alors la taxe rose, c'est le fait que des produits qui sont genrés au féminin sont plus chers que des produits qui sont genrés au masculin. Très souvent, c'est possible parce qu'il y a des rayons différenciés. C'est-à-dire qu'évidemment, que s'il y avait tout dans le même rayon et que les rasoirs bleus étaient à côté des rasoirs roses, on verrait bien que les rasoirs bleus sont moins chers, on prendrait les bleus. Sauf que le système binaire est tel que vous avez un rayon hygiène femme et un rayon hygiène homme. Donc vous allez comparer dans votre rayon, mais vous n'allez pas avoir le réflexe de faire le tour pour aller voir dans l'autre rayon si c'est pas moins cher. Voilà. Et il y a énormément, surtout des produits de soins qui sont moins chers chez les hommes que pour les femmes. Parce qu'en fait, quand des personnes qui font du marketing fixent un prix, elles se disent pas, tiens, moi, il m'a coûté 50 centimes et je veux qu'il me rapporte 100 fois plus, je vais le mettre à 1 euro. Je vais le mettre à 1 euro. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles fixent le prix par rapport à ce qu'on appelle le prix psychologique. C'est-à-dire, telle personne, jusqu'à combien est-elle prête à mettre, jusqu'à ce que l'achat devienne dissuasif.
Et évidemment, comme la pression sur le corps des femmes est beaucoup plus forte que la pression sur le corps des hommes, les femmes vont avoir tendance à accepter de mettre plus dans des produits de soins et d'hygiène que les hommes. Et donc les prix vont être supérieurs pour elles. Et si elles n'en ont pas connaissance, eh ben, elles ne peuvent pas aller acheter les produits dans le rayon d'en face. Et l'autre souci de cette taxe rose, c'est que si vous avez 2 enfants, et que ces 2 enfants sont de sexes différents, on a tellement binarisé les choses que vous n'allez pas les mutualiser. Si vous avez une trottinette rose que vous avez achetée à votre fille, et que quand elle devient trop grande, vous voulez la filer à votre garçon qui est plus petit, bah, vous allez très certainement avoir tendance à vous dire « Ah, je vais quand même pas lui filer une trottinette rose ». Et là, ça vous dit quelque chose aussi de qui est dévalorisé. Parce que, évidemment, que si c'est le garçon qui est venu en premier, ça va moins vous poser de soucis de filer la trottinette bleue à la petite fille. Parce que c'est pas dévalorisant d'être comme un garçon. Par contre, c'est dévalorisant d'être comme une fille. Par rapport au racisme, ben c'est pareil, hein, c'est des salaires qui sont moindres. Il y a des études qui ont prouvé que c'est un moindre accès aux mutuelles, c'est un moindre accès à des prêts pour avoir de l'argent. Et c'est des dépenses colossales pour être aussi dans des canons de beauté qui sont blancs. Ça va être des crèmes pour décolorer les peaux, ça va être des crèmes pour se lisser les cheveux, qui évidemment sont chères, mais qui sont aussi dangereuses. On le voit bien, hein, il y a très régulièrement des polémiques sur des femmes qui laissent leurs cheveux naturels, qui portent des afros. Et là, il y a une conseillère en communication de Macron qui a été élue, et ça a été le déferlement parce qu'elle a apporté ses cheveux naturels. Donc on considère qu'elle n'est pas soignée parce qu'elle a ses cheveux, enfin c'est juste ses cheveux quoi, ils sont comme ça. C'est pas genre, elle a pas fait quelque chose pour avoir une coupe particulière, voilà, c'est juste ses cheveux. Et en fait ça c'est pas admis. Évidemment, les animaux, c'est toute leur vie entière qui est réduite à l'exploitation. Voilà, leur corps entier devient une marchandise. Ils sont exploités, ils sont torturés, ils sont tués par absolument tout le monde dans la société. Il y avait un petit texte de la LCR que j'aime bien, je ne sais pas si je l'ai mis, non, qui dit les animaux, on les tue pour les manger, on les laisse croupir dans les eaux, on les caresse puis on les abandonne, on les dissèque en classe, on les dresse pour les cirques, on les tue parce qu'ils nous font peur, les araignées, les souris, on les utilise pour tester des cosmétiques, on les tue pour se servir d'une partie de leur corps, leur peau, leur défense, leur fourrure, leur graisse. On les fait souffrir dans les films pour le plaisir des spectateurs. On s'en sert comme appât pour en attraper d'autres. On les tue à la naissance parce qu'ils ne servent à rien et encombrent. On les tue parce qu'ils ne sont plus rentables. On les tue parce qu'on les considère nuisibles. En gros, c'est un massacre perpétuel. Et parfois, le spécisme se mêle au sexisme. Et donc, dans certains pays d'Afrique, il y a la possibilité de pouvoir payer pour chasser des lions. Donc, c'est des personnes richissimes qui souhaitent chasser des lions, qui vont dans des refuges, des refuges, le terme n'est pas adapté, qui vont dans des lieux qui sont dédiés à ça. Eh bien, sachez que c'est plus cher. On paye plus cher si on veut chasser un lion mâle que si on veut chasser une lionne. Parce que voilà, toujours encore dans cette virilité exacerbée, eh ben voilà, c'est mieux considéré d'être dans un combat avec un mâle qu'avec une femelle. Donc là, vous avez un exemple de ça. C'est-à-dire que la femelle, elle est à 7000, et puis ensuite les mâles, ça va dépendre de leur taille, de différents critères. Mais voilà, de pouvoir les abattre coûte plus cher que de pouvoir abattre une femelle. Ce que ces 3 luttes ont également en commun, c'est que ce sont des lunettes inamovibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert les yeux sur ces discriminations, c'est difficile de les fermer. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est comme quand vous apprenez à lire. Une fois que vous avez appris à lire, vous ne pouvez pas désapprendre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire « Ah, je me souviens plus de mon cours de CP !» Là, vous regardez le tableau, vous voyez. Et vous ne pouvez pas ne pas voir. C'est impossible. Les lettres se forment sous vos yeux, vous lisez. Eh ben, le sexisme, le spécisme et le racisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes intéressé au sujet, que vous avez pris conscience de certaines choses, vous ne pouvez plus ne plus en avoir conscience. Moi, en tant que féministe, je ne peux pas regarder la télé de façon anodine. Surtout quand je regarde une émission politique, j'ai des espèces de petits camemberts qui se mettent devant mes yeux, je suis là genre, ok, 10% de femmes, 90% d'hommes, ça va pas. Voilà. En tant qu'antispéciste, vous ne pouvez pas passer devant une boucherie sans vous dire qu'il y a des cadavres qui sont en vitrine.
Voilà. Il y a des choses comme ça qui font que ce qui habituellement n'est pas visible pour les personnes, et ben là tout d'un coup ça nous redevient visible et ça nous frappe constamment. C'est en lien avec la théorie de l'engagement. La théorie de l'engagement, c'est une théorie en sociologie qui dit en gros que plus on s'engage et plus on est engagé. A contrario, ça veut dire que si vous rencontrez des personnes qui sont racistes, il y a de fortes chances qu'elles soient aussi sexistes et spécistes. Mais que quand on commence à s'intéresser à une lutte, eh ben on a tendance à s'ouvrir à d'autres luttes et à avoir cette ouverture qui fait que on va moins être dans des positions réactionnaires. Il y a des travaux qui le prouvent et qui notamment ont été menés par des féministes et qui ont été repris par un homme qui s'appelle Jonathan Fernandez et qui en a fait une étude dans Nouvelles questions féministes et qui du coup en fait allait avec des phrases, rencontrer des personnes et leur proposer des phrases racistes, sexistes et spécistes. Et évidemment la conclusion c'était que quand des gens adhéraient à des phrases de ce type-là, elles avaient tendance à adhérer à toutes les phrases du panel. On passe à la dernière partie qui, je vous rassure, est beaucoup plus courte que la précédente. C'est quelles sont les conséquences sur les stratégies militantes et notamment antispécistes. Donc on se rend bien compte, au vu de ce qu'on a vu précédemment ensemble, qu'il y a des choses qui sont communes au racisme, au sexisme et au spécisme. En règle générale, d'abord, il y a la discrimination et ensuite on tente de la rationaliser. C'est-à-dire qu'on discrimine et ensuite on va dire oui, mais c'est parce qu'ils sont comme ça, ou ils sont pas comme ça, etc. Il y a des choses, par exemple, ce qui est vraiment établi, c'est que en temps de guerre, on va avoir une représentation de l'ennemi qui est faussée. C'est-à-dire qu'on ne va plus considérer que l'ennemi est un humain, comme nous, mais on va lui attribuer des choses où on va avoir tout un discours de propagande où notamment on va l'animaliser, c'est un rat, c'est des singes, voilà, qui vont nous permettre de déshumaniser la personne pour pouvoir mieux la tuer. Néanmoins, ce qui est important, c'est que même si, comme je vous le disais précédemment, on a cette théorie de l'engagement qui fait que plus on est engagé, plus on a tendance à être ouvert sur l'ensemble des luttes, c'est difficile d'être spécialiste de tous les sujets. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que on a souvent un temps qui est limité, on a une énergie aussi qui est limitée, et du coup, c'est difficile de pouvoir combattre sur tous les fronts. Et ce que nous disent certaines personnes qui ont réfléchi à ces sujets-là, c'est que c'est pas forcément nécessaire. Parce que justement, quand on combat pour une cause, on a besoin d'avoir des connaissances qui sont assez poussées. Et que si on est sur trop de sujets, ça peut être difficile d'avoir ces connaissances-là sur l'ensemble des causes. Et que l'idée, pour ne pas être enfermé, pour pas être bloqué par rapport à ces connaissances limitées, c'est de réfléchir à la solidarité passive plutôt que la solidarité active. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément engagé en tant que militant sur l'ensemble des causes, on ne va pas aller à tous les meetings, toutes les conférences et toutes les grèves ou démonstrations qui existent, mais à minima, on peut être dans la solidarité passive. C'est-à-dire être dans des milieux où quand on est antispéciste, on ne va pas avoir de comportement sexiste ou raciste. Quand on est dans les milieux racistes, dans les milieux antiracistes et dans les milieux féministes, tenter de véganiser les événements. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, qui commencent, je trouve, de plus en plus à émerger. Moi, j'essaie de faire des listes comme ça, quand je me rends compte qu'il y a des conférences antiracistes où il y a un vrai effort qui est fourni pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui aient la parole, quand je vois des événements féministes alors que les gens ne sont pas du tout engagés sur l'antispécisme, toute la nourriture est végane. Voilà, et je trouve que c'est une façon intéressante qui, sans tenter d'être super vaste sur les sujets sur lesquels on va travailler, de pouvoir à minima être dans cette solidarité passive. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté, ouais. Il y a donc cette citation de Martin Page qui a écrit un livre qui s'appelle « Non, les animaux ne sont pas comestibles », qui nous dit « Nous devons réfléchir aux représentations sexuelles, raciales et sociales à l'œuvre dans le quotidien de notre combat antispéciste. Si l'animalisme se met à ressembler à n'importe quel mouvement social, avec à sa tête des hommes blancs valides, privilégiés occidentaux, alors le combat est déjà perdu.
Certains militants animalistes ne devraient pas s'étonner qu'on comprenne mal leur combat si eux-mêmes font montre d'insensibilité à l'égard des personnes victimes de sexisme, de classisme, d'islamophobie, de transphobie, d'agisme, d'antisémitisme, de racisme. Comme l'écrit la chercheuse en sciences sociales végane Bryce Harper, comment pouvons-nous nous exempter de la réflexion critique et de l'auto-analyse émotionnellement difficile que nous exigeons des spécistes? Voilà. Donc la partie suivante que je vais vous présenter, c'est justement comment est-ce qu'on peut avoir des arguments en tant qu'antispéciste sans être dans l'accaparation de luttes qui existent déjà par les féministes et les antiracistes. Alors évidemment, quand on parle de ça, vous devez vous en douter, c'est impossible de ne pas parler de PETA. Voilà, donc quand PETA utilise des femmes pour parler de l'animalisme, eh bien, il rentre parfois dans une objectivation des femmes qui peut renforcer la banalisation des violences qui sont faites aux femmes. Il y a une étude très sérieuse qui a été menée qui en gros vous dit, si vous vendez de la bière et que vous mettez des femmes à poil, c'est peut-être pas terrible, mais ça va pas endommager votre modèle économique. Par contre, si ce que vous souhaitez vendre, c'est un positionnement éthique, c'est une prise de position sur des questions qu'on va qualifier d'éthique ou de morale, et que vous utilisez des procédés qui sont dégradants pour certaines populations, en fait, vous allez empêcher votre message de passer. Donc ça, c'est des études de sciences sociales qui montrent juste comment ça fonctionne objectivement. Et donc ça, c'est très parlant par rapport à PETA, puisqu'on voit bien que là, on est dans des situations où on banalise les violences faites aux femmes, où on va objectiver le corps des femmes. Là, on imagine bien qu'elle est censée être pleine de sperme. Et évidemment, PETA ne s'arrête pas là, puisque PETA va aussi avoir tendance à utiliser des femmes racisées et à les renvoyer à l'animalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement problématique parce que justement, par rapport aux femmes racisées, on va très souvent les renvoyer à quelque chose de sauvage, quelque chose d'animal, et c'est une forme de déconsidération particulière qui est réservée aux femmes racisées. Donc si vous venez renforcer ça avec ce type de campagne, eh bien, évidemment que vous êtes complètement à côté de la plaque. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être problématiques en termes de sexisme dans la lutte animaliste. Par exemple, le fait qu'on va considérer que le véganisme, ça va forcément vous amener à être mince. Et donc, il y a eu des pubs, genre en mode, si vous voulez plus être une baleine, devenez végane parce que du coup, vous allez être mince. Voilà, et c'est des choses évidemment qui sont essentiellement renvoyées aux femmes, puisqu'il y a beaucoup plus d'attentes vis-à-vis des femmes par rapport à leur poids que par rapport aux hommes. Il y a eu une autre chose très choquante qu'a fait PETA, c'est qu'ils ont fait une campagne, alors c'était à Détroit, où en fait c'était une ville qui a eu d'énormes problèmes économiques, avec beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés à payer leurs dettes. Et du coup, PETA, ce qu'ils ont dit, c'est nous, on veut bien aider certaines personnes à payer leurs dettes, à condition que ces personnes-là mangent végétal pendant 1 mois. Donc on se rend bien compte à quel point conditionner de l'aide qui est vitale pour ces personnes, parce que c'était des personnes qui étaient vraiment au bord du gouffre, en fait ça ne naît pas d'une réflexion, ça ne naît pas d'un accompagnement. Et PETA a eu beaucoup de mal à se rendre compte que leur campagne était évidemment hautement problématique. Alors je vais vous lire une autre citation de Martin Page qui dit « Se battre pour la justice sociale, c'est se battre pour qu'il soit facile pour les plus pauvres, pour ceux qui vivent dans les déserts alimentaires, de se nourrir de façon végétale et d'avoir accès à une information nutritionnelle fiable. Si la majeure partie des gens n'ont pas accès à l'information, s'ils n'ont pas le temps de cuisiner, de repenser leur habitude de vie, s'ils restent prisonniers des industries et d'un système politique qui sert les intérêts de la bourgeoisie, alors le monde restera carniste. Forcément, le véganisme implique la libération humaine. Se battre pour les animaux, c'est se battre pour les êtres humains. Se battre pour les êtres humains, c'est se battre pour les animaux. Il faut quand même rappeler qu'une nourriture essentiellement végétale est une nourriture populaire sur toute la planète. La viande, à tous les repas, au départ, c'est un truc de riche. On le voit bien avec la Palestinian Animal League, donc c'est une association de défense contre le spécisme qui existe en Palestine, où en fait eux sont très en difficulté parce que justement du fait de la colonisation, du manque d'espace qu'ils ont,
ils ont de plus en plus de difficultés à manger végétal, alors que traditionnellement, la nourriture en Palestine, mais c'était une nourriture qui était très végétale, et qu'il y a des personnes qui vont ne plus adhérer à l'antispécisme et au véganisme, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement promu par l'État d'Israël. On parle parfois de pinkwashing par rapport à Israël. Il y a aussi une forme de vegan washing, où voilà, l'engagement vegan est pas mal mis en avant. Et voilà, il faut avoir toutes ces considérations qui parfois peuvent être jusque géopolitiques en tête. Quand on parle de l'accès à la nourriture végétale, dans certaines régions des États-Unis, il y a vraiment des déserts alimentaires où en fait vous avez vraiment des difficultés à avoir accès à des fruits et des légumes. Évidemment qu'il y a certains pays où c'est très difficile de se nourrir de façon végétale, donc on ne peut pas dire que c'est simple pour tout le monde partout de se nourrir de façon végétale. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est exactement ce que disait Martin Page, c'est qu'une nourriture végétale, c'est une nourriture normalement populaire, parce que pendant très longtemps, la viande, ça a été quelque chose pour les riches, et qu'on oublie à quel point c'est subventionné. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est de me dire, les vaches, pour produire du lait, on leur donne du soja à bouffer. Par contre, en ce soja-là, plutôt que de le donner aux vaches, on en fait directement du lait, le lait, il est plus cher. Je veux dire, il y a moins de soja dans une brique de lait de soja que de soja que la vache, elle a dû manger pour pouvoir produire son litre de lait. Donc, ça dit bien quelque chose de où sont les subventions, en fait. Parce que normalement, théoriquement, ça devrait être le litre de lait de soja qui serait le moins cher. Donc c'est évidemment une question qui est hautement politique, puisque ça questionne, mais qu'est-ce qu'on décide de soutenir financièrement? Alors ça, je me souviens plus de ce que c'était. Bon, je vous laisse lire, dans le doute, ça me permet de boire. Bon, j'ai entendu des personnes rigoler, c'est qu'elles sont déjà arrivées au bout. Alors, mon dernier point, c'est celui-là, c'est que, à mon sens, pour promouvoir l'antispécisme, il faut se méfier de certaines comparaisons. Les comparaisons auxquelles je vous invite à vous méfier, c'est la comparaison viol des femmes et viol des vaches, la comparaison esclavage-élevage, et la comparaison holocauste-zoocide. Alors par rapport au viol des vaches, il faut bien se rendre compte que pour les femmes, au-delà de la question du viol, il y a la question de ce qu'on appelle la culture du viol. Alors je sais que le terme culture, il peut parfois être mal interprété. Quand on parle de culture, c'est pas genre la culture, c'est un terme pour l'ambiance générale, on va dire, culture. C'est que pour les femmes, le fait que le viol existe de manière aussi massive, ça induit plein de choses. Ça induit qu'on peut parfois être amené à pas sortir, parce qu'on a peur de ne pas être raccompagné quand on rentre. Ça induit plus de risques d'être malmené dans l'espace public, donc d'être agressé. Ça veut dire qu'on va devoir dépenser plus pour pouvoir avoir accès à certains transports, parce qu'on n'ose pas ne pas rentrer à pied. Ça veut dire qu'on va dépendre d'autres personnes pour nous accompagner. Ça veut dire que parfois on va s'empêcher certaines sorties, certains loisirs, parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous advenir. Et ça veut dire aussi qu'en règle générale, s'il se passe quelque chose, c'est nous qui allons porter la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est assez fréquente, c'est qu'est-ce que tu portais? Alors c'est pas une caricature, elle existe cette question. C'est une question qu'on poserait jamais si on vous vole votre portefeuille. Donc ça dit bien quelque chose de l'absurdité de la question. Si on vous vole votre portefeuille, on va pas dire ah bon, t'avais quoi? Alors que si on vous viole, on va vous demander ce que vous portiez. On va vous demander si vous aviez bu. On va vous demander à quelle heure vous êtes rentré. Il y a un phénomène qu'on appelle la correctionnalisation du viol, qui fait que normalement le viol est un crime. Ça veut dire que quand c'est un crime, il est censé être jugé par un jury aux assises. Et que quand la victime, on considère qu'elle aurait fait quelque chose qui aurait pu induire ce viol, comme typiquement rentrer tard ou avoir bu, eh bien on sait que les membres du jury vont avoir tendance à être du côté de l'agresseur. Donc parfois, ce sont des stratégies d'avocats en se disant « Ouh là là, elle avait bu, elle est rentrée hyper tard, le jury risque de ne pas être clément, il vaut mieux qu'on demande la déclassification
de crime en délit. Comme ça, on sera dans un tribunal classique et pas en assise. Voilà. Ça, c'est lié à quelque chose qu'on appelle la croyance en un monde juste. C'est-à-dire que le jury, dans les assises, c'est pas des personnes atroces qui n'ont absolument aucune humanité, mais c'est qu'elles ont besoin de se dire que les choses arrivent pour une raison. Donc la croyance dans un monde juste, c'est la croyance que si quelque chose advient, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose et que nous, on va en être préservés. Typiquement, genre, elle a été violée, mais elle est sortie super tard, elle était complètement bourrée, elle a absolument pas fait gaffe, sans doute qu'elle a pris des acides. Moi, je me comporte pas comme ça, donc ça risque pas de m'arriver. Et ça, c'est la croyance en un monde juste. Ça peut arriver aussi, par exemple, par rapport à des cancers. De se dire, genre, Trucmuche a eu un cancer, mais bon, elle habite à côté d'une centrale à charbon, elle a jamais mangé bio de sa vie, voilà. C'est des réflexes, en fait, d'auto-préservation, voilà, qui sont des phénomènes de psychologie sociale qu'on connaît, et qui font que, justement, dans les jurys d'assises, quand il y a des éléments comme ça qui peuvent être à charge, ça va très, très souvent porter préjudice à la victime. Et tout ça, c'est quelque chose que la vache ne va pas connaître. C'est-à-dire que la vache, quand on va l'inséminer de force, on ne va pas lui demander qu'est-ce que tu portais. Voilà. C'est-à-dire que la vache, oui, elle va subir un acte forcé, un acte auquel elle n'est pas consentante, mais qui ne participe pas d'une culture du viol qui est généralement admise dans la société. La vache, quand elle éprouve des douleurs, elle meugle. Notamment, c'est très connu maintenant. Moi, il se trouve que ma sœur vit à la campagne, elle a pu me le confirmer. Elle me dit un matin, elle me dit « Ouh là là, j'ai pas dormi parce qu'il y a les vaches du voisin qui ont meuglé toute la nuit, c'était horrible, c'est la canicule, on est sûr qu'il a oublié de leur donner de l'eau, elles sont trop mal, là on attend encore 2-3 heures et si elles continuent à meugler, on va envoyer l'autre voisin qui s'entend bien avec lui pour lui rappeler que ce serait peut-être bien qu'il leur file à boire. » Bon, 12 heures plus tard, elles étaient toujours en train de meugler, donc l'autre voisin finit par se dévouer pour monter jusqu'à la ferme. Et puis il revient tout penaud en disant non mais en fait elles ont tout ce qu'il faut, en fait le fermier m'a expliqué qu'on venait de leur enlever leur veau. Voilà. Donc les vaches, elles ont de l'empathie, quand elles ressentent de la douleur, elles meuglent. Et bien quand on les insémine de force, elles ne meuglent pas. Voilà, c'est un indice, on ne sait pas ce qu'elles vivent, on n'est pas dans leur tête. Néanmoins, on a un certain nombre de faisceaux d'indices qui nous permettent de penser qu'on n'est pas dans le même cas que pour les femmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dévoiler leur intimité, on ne les a pas dénudées, il y a toute cette culture du viol dont je vous parlais, qu'elles ne subissent pas. Ça ne veut pas dire que cet acte n'est pas grave, on n'est pas justement dans une échelle de comparaison, on dit juste que c'est pas pareil. L'insémination artificielle des vaches, ce n'est peut-être pas un viol, mais ça reste un acte d'exploitation industrielle. Donc on a des termes pour nommer ça, et on a des termes qui sont suffisamment lourds et graves pour montrer à quel point c'est problématique. Ah zut, ça c'était le truc d'après, j'ai un peu anticipé. Par rapport à l'élevage et l'esclavage, pourquoi est-ce que je considère que c'est pas pareil ? C'est qu'en fait, les espèces qu'on élève pour les manger, elles sont pas utiles de leur vivant. C'est-à-dire qu'elles sont certes gardées dans des conditions qui sont tout sauf enviables. Elles sont gardées en captivité, elles sont engraissées aussi. Elles sont engraissées en vue d'être mangées, mais elles ne sont pas exploitées pour travailler pendant leur vivant. Donc c'est quand même une différence fondamentale avec l'esclavage. Et évidemment, ce qui est très souvent problématique quand on compare les deux, c'est que c'est fait par des personnes qui ne sont souvent pas racisées, qui ne sont pas concernées et qui n'ont une connaissance que limitée de ce que c'était l'esclavage. Et donc pour les populations concernées, c'est comme si on utilisait une espèce de métaphore ou une figure de style pour essayer de faire comprendre quelque chose, alors qu'en fait nous-mêmes on n'a pas la connaissance suffisante pour se rendre compte à quel point l'esclavage est quelque chose qui a duré pendant des siècles et a encore des conséquences aujourd'hui. Donc évidemment, les personnes racisées, très souvent, ne vont pas accepter cette comparaison, et nous on va être outrés en se disant « Ah mais je comprends pas quand même, c'est pareil », alors qu'en fait, on est dans une forme d'utilisation malhonnête en fait du vécu des personnes racisées. Quand il y a le mouvement noir américain qui a dit Black Lives Matter,
Et puis qu'il y a des véganes qui sont arrivés derrière en disant « All lives matter ». Bah juste, on n'a rien compris au mouvement, en fait. Parce que ce que disaient les populations noires américaines, c'était qu'elles étaient victimes de la police de manière disproportionnée par rapport au reste de la population. Donc elles sont en train de porter un message spécifique que nous, on essaie de s'attribuer en enlevant complètement la légitimité de leur propre discours. Moi, ce que j'ai trouvé très choquant, c'est qu'en France, il y a un quotidien, je ne sais pas si c'est un quotidien, en tout cas c'est un journal qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Minute, je sais plus, enfin un truc horrible d'extrême droite, un truc de facho, voilà. Un truc de facho dont on ne va pas retenir le nom parce qu'on ne va pas le lire, voilà. Qui a mis une photo de Taubira en singe. Voilà, donc il y avait cette photo voilà, qui faisait l'amalgame entre eux. Évidemment qu'il y a eu un émoi en disant mais c'est pas possible de renvoyer encore une fois les Noirs à cette animalité. Puis il y a des antispécistes qui sont arrivés derrière et qui ont dit ah mais c'est dégueulasse, on est tous des animaux quand même, on devrait pas être vexé d'être comparé à un animal. Mais c'est facile de pas être vexé d'être comparé à un animal quand on n'est jamais comparé à un animal de manière dégradante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce qui est problématique, c'est pas que Taubira soit considéré comme un singe, même si biologiquement on est des singes. La question, c'est pas la biologie, c'est qu'est-ce que la sociologie nous dit de cette image. On sait que c'est une image qui est censée être dévalorisante et dégradante. Et si on fait abstraction de ça, eh ben juste on prouve qu'on n'a aucune connaissance sur ces luttes-là. Et donc la dernière comparaison qui, à mon sens, est problématique, c'est la comparaison entre l'Holocauste et je trouve qu'il y a un terme adapté. Je veux dire, le fait de vouloir continuellement créer de nouveaux animaux pour pouvoir les assassiner. Il y a un terme qui a été proposé que je trouve intéressant, qui est zoocide. Donc pourquoi est-ce que c'est problématique? Donc ça, c'est une campagne de PETA qu'ils avaient fait en Allemagne et qui disait pour les animaux, toutes les personnes sont des nazis. Là, c'est pareil, ça montre une certaine méconnaissance de ce qu'était l'Holocauste. C'est-à-dire que l'Holocauste, c'était évidemment les camps de concentration, évidemment les camps d'extermination, mais c'était en amont tous les stéréotypes, toutes les lois raciales qui se sont imposées aux personnes juives. Et surtout pour moi, la chose fondamentale, c'est que l'objectif de l'Holocauste, c'est le fait de détruire totalement un peuple. C'est qu'il n'existe plus. Voilà, c'est l'objectif de l'Holocauste, c'est le meurtre pour le meurtre, c'est la disparition totale et entière d'un peuple. Alors que dans l'exploitation animale, on est dans autre chose. Parce que le but, c'est pas qu'il n'y ait plus de vaches, c'est de pouvoir les reproduire continuellement pour pouvoir constamment continuer à les exploiter. Et si on ne comprend pas que ça, ce sont des différences fondamentales, et que du coup, un, les comparaisons ne se tiennent pas, et deux, elles blessent des personnes qui n'ont pas les connaissances que nous, on peut avoir sur le spécisme, évidemment que ça va être extrêmement compliqué de pouvoir jeter des ponts et de pouvoir être dans la convergence des luttes. Alors, on en arrive à la conclusion, et j'ai absolument pas regardé ma montre de tout le temps, donc voilà. En guise de conclusion, je vais juste vous lire ça. Donc c'est un texte de Martin Page qui dit « Je trouve problématique d'entendre des hommes blancs peu engagés contre le racisme comparer l'esclavage des animaux à celui des Africains. Je trouve problématique quand des hommes utilisent l'image du viol pour parler de la manière dont les vaches sont inséminées. Mais quand la militante végane Dallas Rising le fait, je l'écoute. Elle a été victime de viol. Quand il s'agit de réappropriation de luttes passées et actuelles, il faut être très délicat. On a grand intérêt à écouter celles et ceux qui ont vécu et vivent des oppressions et leur analyse de l'exploitation animale. Pour parler de mon expérience personnelle, je suis très énervée quand j'entends des gens parler des pauvres et des malades mentaux sans vraiment se soucier d'eux, utilisant ces causes, les récupérant pour se faire valoir, monopolisant la parole et la déniant à ceux qui connaissent ces réalités. Ainsi, si je parle clairement de la guerre faite aux animaux par l'espèce humaine, j'évite de comparer l'oppression des animaux avec celle subie par les esclaves, par les femmes, par les juifs et les tziganes. Cependant, je crois que ces comparaisons ne sont pas tout le temps choquantes. Quand Isaac Bessinger compare le génocide animal à celui des juifs, il est légitime, car il a perdu une partie de sa famille dans les camps de la mort. N'importe qui ne peut pas faire cette comparaison.
De même, quand il écrit ce que les nazis avaient fait aux juifs, l'homme le faisait à l'animal. Et pour les animaux, c'est un éternel Treblinka, ça lui appartient, c'est lui à son histoire. N'importe qui ne peut pas écrire ces mots. Si certaines personnes vivent une oppression ou appartiennent à un groupe social qui a vécu ou vit une oppression, alors il est légitime pour elles de faire une comparaison. Pour les autres, c'est non. Ça, c'est mes sources, si ça vous intéresse. Et merci de m'avoir écouté. Bon, alors il est super tard, mais si vous avez 2-3 questions avant que les personnes qui ont une place pour le buffet puissent y accéder. On a 10 minutes en fait. On a 10 minutes ? Ok, ça marche. On peut aussi aller manger tout de suite, hein, moi ça me pose pas de problème. J'avoue que je pense au buffet vegan depuis un certain temps. C'est pourquoi avoir choisi ces systèmes d'oppression systémique-là pour faire votre exposé et pas par exemple avoir aussi parlé du capitalisme et du système hétéronormatif par exemple. Oui. Alors pour une raison très simple, c'est que c'est ceux que je maîtrise. Voilà, je dis pas que les autres m'intéressent pas, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de lire suffisamment pour me considérer légitime pour en parler. Je pense que dans mon parcours militant, je me suis d'abord intéressée à la question antiraciste parce que pour moi c'était assez évident parce que j'ai notamment eu une sœur qui était assez focalisée sur la lutte antiraciste, donc moi ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur cette lutte-là. J'ai pendant longtemps pas été féministe, voilà. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient », mais ça vaut aussi pour le féminisme, hein. On ne naît pas féministe, on le devient. Moi, je dois mon féminisme à Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Il y a des paradoxes dans la vie. Il y a eu l'affaire Nafissatou Diallo, et en fait, tout ce qui a été dit sur Nafissatou Diallo m'a tellement choquée que j'ai fini par devenir féministe. Donc voilà, c'est en fait le cheminement que moi j'ai fait, d'abord l'antiracisme, ensuite le féminisme. J'étais végétarienne depuis très jeune, mais dans un végétarisme extrêmement dépolitisé. C'est-à-dire que moi personnellement j'avais un dégoût de manger de la chair animale, mais je me disais, bah, si les autres ça les dégoûte pas, tant mieux pour eux, c'est moins compliqué, au moins le choix il est plus large au restaurant. Et ce qui m'a permis d'avoir un végétarisme puis un véganisme politisé, c'est justement la question que j'abordais précédemment sur les insultes. C'est que je suis tombée sur une brochure qui parlait du système des insultes et qui expliquait toutes ces insultes que vous connaissez, pétasse, connasse, sale nègre, espèce de rat, etc. Et en fait, c'est cette brochure-là qui, moi, m'a permis de faire le lien avec la question antispéciste. Du coup, de m'engager dans ce combat-là, qui est encore relativement récent dans ma vie, puisqu'il date de 2015. Et voilà, j'espère qu'effectivement, un jour, je vais pouvoir m'ouvrir vers d'autres choses. Les insultes, ça marche avec quasiment tous les systèmes d'oppression. Hein. Gros quelque chose, ouais. C'est aussi, voilà. Hein, alors, toutes les insultes putophobes, toutes les insultes homophobes. Tout à fait. Ça marche avec tout. Ouais. C'est clair. Ok, super, on va pouvoir aller manger.